bienvenue dans Point de Vue. N'hésitez pas à poser vos questions, réagissez, faites-nous part de vos commentaires via Twitter, #Figaro Live, #Point de Vue. Nous allons bien sûr parler du sommet sur le climat qui se tient aujourd'hui à Paris. Un nouvel élan sera-t-il vraiment donné à la lutte contre le réchauffement? Ou Emmanuel Macron en fait-il un peu trop pour cultiver son image anti-Trump? C'est ce qu'on va voir ensemble. La communication n'est pas absente non plus du 100 mois lâché hier par Xavier Bertrand à destination de Laurent Wauquiez. Ce départ finalement n'est pas une tempête dans un verre d'eau. Chacun a sans doute son point de vue là-dessus. Quant aux bons chiffres sur l'emploi publiés ce matin, peut-on s'en réjouir? La France crée des emplois de salariés, mais cela a-t-il un véritable impact sur le chômage? Ce n'est peut-être pas évident. Enfin, nous ferons un détour par Béziers. Béziers qui vit à l'heure du western et des trains à vapeur. C'est en tout cas la défense de son maire, Robert Ménard, pour justifier une campagne d'affichage très contestée. Robert Ménard, toujours doué pour faire parler de lui. Merci à vous quatre d'être ici pour en débattre. Bonjour Jean-Marc Four. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de France Inter et fidèle à Point de Vue. Votre dernier livre, c'est de la mécanique médiatique, est paru chez Le Mieux. C'était en 2016. Bonjour Charles Becbédé. Bonjour. Vous êtes homme d'affaires, vous faites aussi de la politique. Avec Robert Ménard, dont on vient de parler, vous avez participé à un colloque intitulé Ost à droite, visant à l'union des droites. Et vous avez écrit Charnellement de France, paru chez Pierre-Guillaume Deroux en 2016. Merci. Bonjour Erwan Lenohan. Bonjour. Vous êtes consultant en stratégie, vous enseignez à Sciences Po et vous êtes l'auteur de La France des opportunités, toutes les bonnes nouvelles qu'on ne vous dit pas. C'est paru aux Belles Lettres cette année. Alors cet emploi salarié en hausse est-il à ranger au chapitre des bonnes nouvelles? Marc Landré, vous allez nous le dire. Vous êtes rédacteur en chef au service économie du Figaro et vous êtes aussi fidèle au poste. Merci d'être là. Toujours très sage. Toujours très sage, c'est sûr, on va le vérifier. Alors encore un sommet pour la planète, serait-on tenté de dire. Bill Gates, Arnold Schwarzenegger, Michael Bloomberg, les Américains sont presque tous à Paris. Évidemment, il manque Donald Trump. Autour d'Emmanuel Macron, c'est une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement qui sont réunis, ainsi que des centaines d'entreprises, de fonds souverains et de représentants de la finance. Alors, le grand capital peut-il venir au secours de la planète? C'est ce qu'on va voir dans un instant, après avoir écouté un extrait du discours d'Emmanuel Macron, discours qu'il vient de prononcer devant ses invités à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Quand je dis qu'on est en train de perdre la bataille aujourd'hui, je veux que vous preniez conscience que derrière moi, il y a des chefs d'État et de gouvernement. Dans 50, 60 ou 100 ans, il y en a 5, 10, 15 qui ne seront plus là. Tout simplement. Ça veut dire ça, ce qu'on est en train de faire. Et on ne pourra pas dire qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on est en train de décider à ne pas changer. On décide juste qu'il y en a plusieurs autour de cette table qui vont disparaître, leur population avec eux. Ce que nous entamons aujourd'hui, c'est le temps de l'action, parce que l'urgence est devenue permanente. On le voit, un discours bref pour une fois, sans fioriture, assez direct. Jean-Marc Four, est-ce que Emmanuel Macron est en train de prendre le leadership de la lutte contre le réchauffement climatique? En tout cas, il le souhaite, il essaie de le faire. En tout cas, on va dire que c'est un bel affichage. On ne peut pas contester qu'il y a un bel affichage, que l'aventure est assez séduisante. Effectivement, vous avez donné un peu le plateau tout à l'heure. La vraie question, c'est est-ce que derrière l'affichage, il se passe vraiment quelque chose en cuisine? Est-ce que de fait, parce que Emmanuel Macron a probablement raison de dire qu'il est minuit moins 5 et qu'il faut agir vite, est-ce que de fait, on va réussir à agir vite? Et quelle part vont prendre particulièrement les partenaires privés et les entreprises, les banques, les assurances, etc. dans ce dispositif, puisque c'est en grande partie là l'enjeu de ce sommet d'aujourd'hui. C'est effectivement le financement, le nerf de la guerre. Charles Becbédé, juste sur la forme déjà, est-ce qu'effectivement il fait de l'anti-Trump? Est-ce qu'il peut s'afficher comme le monsieur climat de la planète? Bon, c'est bien. Je crois qu'on a besoin de ces sommets pour mobiliser tous les terriens, toute la planète, parce que c'est un problème quand même. On émet 40 milliards de tonnes de CO2 par an et la planète peut en absorber que 10 milliards. Donc à force, il va y avoir un problème. Alors oui, alors sans doute, ça accélère le réchauffement. Rappelons quand même que le réchauffement n'est pas dû seulement aux émissions de gaz à effet de serre, c'est peut-être aussi le cycle de l'étoile. Donc soyons prudents quand même quand on dit c'est uniquement à cause des gaz à effet de serre que la planète se réchauffe, c'est un peu dangereux. Toujours est-il qu'il faut lutter contre cela. Le problème de ces sommets, c'est que ça devient très très bureaucratique et technique et que les gens n'y comprennent plus rien.
les particuliers et même les entreprises. Hein, et donc là, je pense qu'il faudrait à un moment qu'on imagine des solutions plus simples qui responsabilisent chaque terrien. Et qu'on dise, puisque c'est 10 milliards de tonnes pour la planète par an, qu'on ait 7 milliards, c'est 1,5 tonne par personne. Donc, et qu'on aide les gens à calculer leurs émissions. Erwan Lenoir, vous êtes d'accord? Les gens ne comprennent plus rien? Oui, je ne sais pas si les gens n'y comprennent plus rien. En tout cas, je ne suis pas convaincu que ça intéresse en réalité tant que ça les opinions publiques, ce sommet. Pour autant, ça n'enlève rien au fait que c'est un événement politique important, qu'Emmanuel Macron a su prendre le lead au niveau international. Alors toutefois, moi j'ai regardé la presse internationale avant de venir, la presse anglo-saxonne, il n'y a pas une ligne sur le sommet. Donc je ne sais pas si c'est que ça ne les intéresse pas ou c'est parce qu'en France on en fait plus que dans les autres pays parce que ça se passe chez nous. En tout cas, Emmanuel Macron a pris une position qui est politiquement très forte. On l'a entendu, il a eu des expressions qui sont très fortes. Je lisais, il a donné aujourd'hui une interview au Monde cet après-midi, une très longue interview. Il y avait plein de propos très intéressants. Effectivement, on ne voit pas encore comment ça se traduit. Il y a de grandes ambitions internationales, mais on ne voit pas exactement s'il est réaliste de penser qu'il va pouvoir mettre en œuvre des sanctions au niveau international, qui va emporter tout le monde. Ça reste un peu flou. Par contre, et j'en finis par là, très bonne initiative à mon sens, c'est qu'il dit maintenant, c'est plus les États, c'est au secteur privé d'agir, et je suis convaincu que c'est par le privé qu'on arrivera à changer les choses. Alors, ça me fait une transition pour Marc Landré, toute trouvée. Est-ce que le privé de se saisir? Oui, mais enfin, il n'a pas attendu Emmanuel Macron ou la COP 21, 22, 23, que sais-je, et 44 même, pour prenez EDF qui a décidé, qui a annoncé hier un grand plan de développement dans les énergies solaires. Je veux dire, s'il n'a pas attendu la COP 22, 23 pour le faire. On prend Engie qui, depuis 2 ans, a décidé de se débarrasser de 80% de son core business traditionnel qui était trop carboné pour aller vers l'énergie du futur pour le faire. Moi, ce que je trouve, pour rebondir sur l'interrogation, est-ce qu'on y comprend quelque chose? Est-ce que ça intéresse les gens? Parce que c'est quand même ça la base de la base. C'est les gens qui polluent, entre guillemets, et que ça doit intéresser. On a eu la COP 21 il y a 2 ans, la COP 22 l'année dernière, la COP 23 cette année à Francfort. Maintenant, on a le Summit à Paris. Je veux dire, franchement, les gens sont complètement paumés. Et je rajouterai une chose, entre la grève aujourd'hui du RER A et B, les embouteillages montent en Paris. Franchement, les gens, là, ils en ont jusque-là des questions sur le climat qui n'ont pas de lien avec leur quotidien, surtout en matière de transport. Et plus les transports en commun fonctionnent, et moins on pollue. Si je peux ajouter quelque chose sur cette initiative d'EDF rapidement, c'est bien de passer de 7 000 mégawatts à 30 000 mégawatts de solaire d'ici 20 ans, mais je ne suis pas sûr que la solution soit uniquement dans des grandes centrales photovoltaïques au sol, qui va accélérer la bétonisation de nos terroirs. Moi, je pense qu'il faut un peu de ça et beaucoup de transformation de nos toitures, des toitures de nos bâtiments, de nos pavillons, de nos maisons, à l'aide de panneaux photovoltaïques, dans des solutions qui favorisent l'autoconsommation énergétique notamment. Alors, avant d'aborder le très concret, un petit retour sur Emmanuel Macron, qui effectivement a donné une interview à CBS, un des premiers réseaux américains, toujours pour se poser en adversaire de Trump sur cette question. On l'écoute. When you sign a treaty, you have to respect it. The US is a great government, is a great country. The US did sign the Paris Agreement. It's extremely aggressive to decide on his own, just to leave. And no way to push the others to renegotiate because one decided to leave the floor. I'm sorry to say that. It doesn't fly. So, sorry, but I think it's a big responsibility in front of the history, and I'm pretty sure that my friend President Trump will change his mind in the coming month or years. I do hope. You think he'll change his mind? Yes. I mean, I'm not ready to renegotiate, but I'm ready to welcome him if he decides to come back. Vous faisiez la moue, Charles Becbédé, c'est du wishful thinking de penser que Trump va changer après une interview d'Emmanuel Macron? Emmanuel Macron exagère un petit peu. Le traité n'avait pas été ratifié par le Congrès américain, donc on ne peut pas dire que les États-Unis avaient signé le traité. Donc c'est un petit peu incorrect, un petit peu impertinent, je trouve, par rapport aux Américains. Et puis en plus, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la gueule de la charité, si vous me permettez, malgré tout le respect que j'ai pour le président de la République, mais il a fait exactement la même chose sur la scène européenne avec les travailleurs détachés. Il y avait un accord qui avait été bouclé, qui était prêt à être transposé dans chacun des États. Il est arrivé après son élection en disant « Moi, je ne suis pas lié par ce qu'a fait mon prédécesseur ou parce qu'a été décidé au niveau du Conseil européen par l'ensemble des autres États, donc je m'en lave les mains et je demande à ce qu'on renégocie ce traité. Et finalement, on va avoir quelque chose d'un petit peu différent, mais qui reporte non pas à aujourd'hui, mais à 2022, des décisions qui auraient pu être faites dès maintenant. » Oui. Et puis
Il y a quand même Jean-Marc Faure. il y a quand même quelque chose d'un petit peu troublant, c'est que d'un côté, vous avez cet affichage très fort, effectivement. Alors, Emmanuel Macron profite du fait que son friend, Président Trump, a déserté, que Theresa May et Angela Merkel ont d'autres chats à fouetter en ce moment. Donc d'accord, il y a un très beau leadership, d'affichage, etc. Mais sur le fond, on ne peut pas dire que la France montre particulièrement l'exemple sur le sujet. Si on prend, par exemple, le sujet des énergies renouvelables, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est plutôt en retard par rapport à nos partenaires européens. On ne va pas abreuver les gens qui nous regardent ou nous écoutent de chiffres. Mais enfin, les chiffres sont très spectaculaires. Et si, par exemple, ne prenons pas le photovoltaïque effectivement terrien, prenons l'éolien offshore. Alors là, c'est juste, c'est simple. Hein. L'éolien offshore, c'est simple. Alors, combien en France de... Zéro. Zéro. Des projets, mais zéro. Zéro projet. Il y a plusieurs projets, mais en effet, ils sont enquistés. Et moi, je parle de ça parce que j'ai souvenir d'avoir couvert en Grande-Bretagne le lancement des grandes fermes offshore au large du Pays de Galles. C'était il y a quasiment 10 ans. Il y a quasiment 10 ans. Nous, on en est à zéro. Et l'éolien représente quoi de la production électrique en France? Genre 3 ou 4%. La géographie, la géologie n'est pas tout à fait la même. Non, on a plus de profondeur. Bon, il y a les zones où c'est possible. Sur des zones où on a beaucoup de pêche. Je ne dis pas que c'est simple. Je dis juste on a les écolos. Entre zéro et le mix britannique qui doit être de l'ordre de 35% de l'éolien et de l'éolien offshore, il y a quand même de la marge. C'est clair. On a des écolos, vous le soulignez, Marc-Landré, mais personne n'a vraiment non plus envie d'avoir un champ d'éolien près de chez soi. La réforme, c'est pour ça qu'en mer, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Je veux dire, personne n'habite à côté, sauf ceux qui sont sur les plateformes pétrolières. À la limite, on leur demande pas vraiment leur avis. L'offshore, effectivement, mais même le. Moi, je trouve ça à titre personnel, puisque c'est une émission de l'Espagne a quand même fait ce choix. Ils ont, je ne sais plus, 18 ou 20% de leur mix, de leur production d'électricité qui est de l'éolien. Enfin, j'imagine qu'on a aussi du nucléaire et qu'il faut arrêter de dire que le nucléaire, c'est le mal. C'est quand même inouï. On a cet atout incroyable. Sauf qu'elle doit baisser dans la part de production d'électricité. Mais pourquoi? De toute façon, pourquoi parce que c'était la loi. C'est la loi. Mais on s'en fout. Une loi, c'est de faire une loi. C'est absurde. On a cette chance et ça peut profiter à nos grands industriels électro-intensifs. Non, mais pour les en revanche, le faible coût de l'électricité dû au nucléaire, parce que le faible coût de l'électricité en France, on la paye absolument. Oui, ça va augmenter. Oui, mais ce faible coût dû à la part du nucléaire nous a empêché, d'une certaine manière, de regarder en face le sujet du renouvelable un peu plus tôt. Je vous donne les premières réponses à notre question, qui était donc ce sommet, est-ce que c'est un simple affichage? Eh bien, 70% de nos internautes répondent que oui, c'est de l'affichage plus que de l'action. On va écouter Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Il était ce matin l'invité de France Inter et il parle de la finance, lui, de cette économie verte. Ce qui veut dire au 1er janvier 4 à 5 centimes d'euros de plus par litre de diesel pour les particuliers. Il faudrait qu'on atteigne environ 30 euros la tonne. C'est un prix indicatif que je donne, mais il est trop bas, donc il n'est pas assez dissuasif. Et là aussi, ça rejoint la réflexion que je fais. La finance est un levier très puissant pour réorienter les investissements et améliorer la situation du climat dans le monde. Oui, mais il a raison. Il parle du prix de la tonne de CO2 qui, en effet, s'est effondré après des débuts prometteurs. Et donc, il est beaucoup trop bas pour inciter les acteurs, privés ou particuliers, à entreprendre les investissements nécessaires pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, augmenter l'efficience énergétique. Donc, il faudrait un prix mondial beaucoup plus élevé pour que ça fonctionne. On n'est même pas d'accord au niveau européen là-dessus, sur la tonne de CO2. Et les Suédois, en revanche, eux, ils ont fait une taxe. Ils ont dit c'est 150 € la tonne de CO2. Alors c'est peut-être comme ça qu'il faut démarrer pour pouvoir ensuite aller vers ce prix mondial du carbone qui serait à un niveau suffisant. La taxe sur les transactions financières qui est revenue dans l'actualité avec la tribune de 4 ministres prononçant pour le moment, elle est effective en France et en Grande-Bretagne. Une chance qu'elle soit étendue? Quelle taxe déjà? La taxe sur les transactions financières? Parce qu'il y en a tellement. La taxe sur les transactions financières. Non, mais elle existe toujours. Oui. Elle existe toujours sur les achats d'actions. Oui. Oui, mais c'est un problème parce que du coup, les capitaux s'échappent du bassin de capitaux national et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour nos entreprises, c'est parce que ça augmente leur coût du capital. Pour répondre à votre question, justement, l'étendre. Non, Marc-Landré. À partir du moment où on est. Moi, c'est clair, net. On est parti tout seul et on est parti. On restera tout seul. Quelques exceptions près. Erwan Le président de la République a dit cet après-midi en fait qu'il voulait l'étendre. Vous militez pour l'étendre, mais c'est typiquement français. C'est-à-dire que quel que soit le sujet, notre réponse c'est de la réglementation ou une taxe. Et là aujourd'hui, on a eu les deux. C'est-à-dire qu'il a proposé d'étendre une taxe et puis ils ont proposé de changer le code civil sur l'objet des entreprises pour ajouter maintenant que l'entreprise devait avoir un but social, le développement, qu'il y ait des fleurs et que tout aille bien. C'est typiquement français. Ça ne va rien changer en pratique.
pratique, ça va au contraire avoir, et sur les questions fiscales et sur les questions économiques, des effets néfastes et des effets non voulus. Ce qu'il faut, c'est plutôt ce qu'a dit aussi le président de la République, il faut que le secteur privé se saisisse du sujet. Et pour ça, il n'y a pas besoin de créer des taxes ni de la régulation. Ce que disait Marc Landry tout à l'heure, pourquoi les entreprises ont changé, c'est sous la pression des opinions publiques, de leurs consommateurs. C'est ça qui va les faire bouger, pas du tout. C'est pas ce qui changerait les mentalités, ça n'est pas une loi ni une réglementation. Il y a une attitude qui va être intéressante à observer. D'ailleurs, Bruno Le Maire l'évoquait ce matin sur Inter, c'est l'attitude des fonds souverains, puisque évidemment, ils sont quand même en possession d'un levier financier très important. D'ailleurs, ils ont assis. Le paradoxe, c'est qu'ils ont assis d'une certaine façon leur fortune sur les hydrocarbures. Sur le pétrole. Et on va voir si aujourd'hui ils sont prêts à investir de façon assez massive sur d'autres énergies. C'est un des enjeux financiers importants. Mais c'est une des questions qu'on se pose effectivement. C'est l'argent va là où on en tire le maximum de profit généralement. Est-ce qu'on peut imaginer que là il y a une finance vertueuse? Ces projets sont rentables parce que si en effet le charbon, on arrête progressivement le charbon, il faut bien produire de l'électricité. Et donc ces projets d'énergie renouvelable peuvent trouver une rentabilité et donc l'argent commence à aller de plus en plus vers ces projets, ce déficit d'offres qu'il faut combler. Et c'est aussi parce que les nouvelles technologies permettront demain de stocker plus facilement l'énergie qui aura été produite et donc ça va en baisser le coût de production et donc le ramener à peu près au niveau de celui de production, peut-être pas forcément nucléaire, mais en tout cas s'y approcher, pour faire en sorte que le retour sur investissement, qui est important à la base, sur l'investissement du moins, sera beaucoup plus simple et simplifié à demain. Donc les nouvelles technologies, le temps qui passe, l'opinion publique et en même temps le retour sur investissement qui est quand même beaucoup plus rapide, fait qu'on va vers un développement de ces énergies vertes, et tant mieux. Avec un renchérissement aussi de l'énergie nucléaire dans le même temps, parce qu'il faut prévoir le recyclage, la transformation, donc un rééquilibrage entre les deux, les grands carénages des centrales, sans pour autant les arrêter. Alors, c'est une actualité qui est attendue demain, c'est celle du rapport sur Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport. Je voudrais vous poser une question à tous les quatre, rapide, et la réponse aussi, s'il vous plaît. Vous êtes pour ou contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ? Je pense que la seule solution pour s'en sortir, c'est une troisième voie. Voilà, je pense que l'affaire est devenue symboliquement complètement ingérable si on tranche d'un côté ou de l'autre. Voilà. Moi, ça serait mon sentiment. Et troisième voie, moi, je pense qu'il est mort, cet aéroport. On y prépare les esprits à cette... Je pense qu'après, peut-être que la solution est plus dans le ferroviaire aussi, pour permettre aux habitants du Grand Ouest d'aller vers les grands hubs aériens internationaux. C'est comme ça. Marc Landry, prononcez-vous. Je pense personnel. N'engagez pas le Figaro. Non, jamais. Non, je pense qu'il faut le faire, cet aéroport, parce qu'il y a des besoins, et aussi parce que de toute façon, si on ne le fait pas, la ZAD qui existe là se déplacera ailleurs. Donc en vérité, c'est reculer pour mieux sauter, parce que les zadistes iront sur un autre projet d'infrastructure qu'ils contesteront pour des questions écologiques, économiques, ou parce qu'ils veulent construire une société, la société de demain, dont il rêvait déjà dans les années 70 avec la production de chèvres. Et donc ils iront ailleurs. Ça ira sur le Lyon-Turin. Donc même si on annule la construction de cet aéroport... en fonction en se disant... Non, mais par contre, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte de ce qui se passe. Ils attendent la guerre là-bas. C'est-à-dire qu'on peut parler de guerre, quel que soit le résultat, parce que si jamais l'aéroport n'est pas construit, ils voudront construire une société alternative. D'ailleurs, ils ont changé le nom, c'est plus zone à défendre, c'est zone autonome à bâtir ou un truc comme ça. Enfin, il y a ZAB alors. Dans les deux cas, il faudra évacuer et ça ne va pas être une mince affaire. Parce qu'on estime qu'il faut, pour bien le faire, il faudrait près de la moitié des effectifs de gendarmerie de France pour le faire correctement. Alors, on a un troisième voie pour. De toute façon, ça ne va pas se faire. Erwan Le Nant, il faut trancher là. Moi, je connais pas assez le sujet pour me prononcer. Je vais pas. Tout ce que je trouve. Mon seule analyse sur cette question, c'est que je trouve déplorable que l'État recule depuis autant de temps devant un groupuscule de gauchistes qui occupe le lieu. C'est la preuve d'un échec, mais considérable de l'autorité de l'État dans ce pays. Et effectivement, c'est aussi un vrai sujet que ces groupuscules se déplacent de projet en projet et empêchent aujourd'hui souvent des infrastructures de se réaliser. Et ce n'est un bon signe ni pour les infrastructures, ni pour l'autorité de l'État dans ce pays. Si je puis ajouter, c'est un petit clin d'œil, il n'y a pas que des gauchistes qui sont contre le projet, puisque Philippe de Villiers, il n'est pas sur place, il ne veut pas du tout de cet aéroport parce que ça rajouterait 2 heures de trajet pour qu'on aille au Puy du Fou. Alors que là, la Vendée est tout près de Loire-Atlantique, enfin de l'aéroport du Sud qui est au sud de Nantes pour l'instant.
Alors, on n'aura sans doute pas la réponse demain, parce que demain, c'est la remise du rapport. Mais en janvier, le gouvernement donnera sa position sur la question. On a pas mal de réactions, alors évidemment, sur le sommet climat. Je reviens au sujet principal. Avec le droitiste qui nous dit, avec le chômage qui ne cesse d'augmenter, n'y a-t-il pas plus urgent que ce sommet ? Effectivement, on peut se poser la question. Chômage baisse. Eladi, ça on va en parler aussi, merci de le rappeler Marc. Eladi qui nous dit cette rencontre n'a pas d'importance avec l'absence des États-Unis. C'est vrai, on en a parlé aussi, mais bon, est-ce que c'est Arnold Schwarzenegger ou Bill Gates qui peuvent suppléer l'absence du président américain? Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de collectivités américaines qui sont présentes, donc tous les fonds de pension dont on parlait tout à l'heure, qui prennent des initiatives dans le sens du traité d'une réduction des gaz à effet de serre, bien que les États-Unis n'aient donc pas signé cet accord et il n'est toujours pas ratifié. Voilà. On va passer à notre deuxième thème, si vous le voulez bien, avec un peu de politique franco-française. Alors, c'était la contre-programmation de la soirée télévisée hier, pendant que sur TF1, Laurent Wauquiez affichait son objectif de rassemblement 24 heures après être devenu président des Républicains. Xavier Bertrand annonçait, lui, sur France 2, qu'il quittait son parti. Cette défection va-t-elle affaiblir Laurent Wauquiez? Va-t-elle donner des idées à d'autres? Ou n'est-ce qu'une clarification salutaire, l'aboutissement d'une aventure individuelle, disent certains, celle du patron des Hauts-de-France qui avait coupé les ponts depuis longtemps? On va regarder Xavier Bertrand, qui a annoncé donc son départ, et puis ce départ qui est commenté par Éric Woerth, député LR de l'Oise, et qui est lui resté chez les Républicains. J'ai décidé de quitter définitivement les Républicains. J'ai voulu me taire pendant cette campagne, par respect pour les adhérents, par respect pour les candidats, mais là maintenant je n'ai pas envie de me taire, parce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui dans lesquelles je ne reconnais plus ma famille politique. La dérive face à l'Europe, on a besoin de l'Europe. On doit être exigeant vis-à-vis de l'Europe, mais on en a besoin. Et puis j'aime plus cette politique de l'agressivité et aussi des boucs émissaires. En réalité, Xavier Bertrand, il a quitté les Républicains depuis bien plus longtemps. À cause du il second a très tour peu participé. De l'élection présidentielle, dit-il. Même avant, il a très peu participé à la primaire, très peu. Il n'a pas vraiment pris parti entre les candidats. Voilà, c'est son choix. Je pense que son choix, il est essentiellement dicté par sa position dans sa région. D'ailleurs, il le dit. Mon parti, c'est ma région. Charles Becbédé, ce départ, c'est un sale coup pour Laurent Wauquiez. Non, c'est une excellente nouvelle. Bon, j'aime bien Xavier Bertrand, franchement. Et puis, c'est sans doute un très bon président de la région, de la belle région Hauts-de-France. Mais on avait besoin de cette clarification idéologique aux Républicains, dont je suis issu. On avait besoin, moi j'avais dit d'ailleurs pendant la campagne de Fillon, à un moment où ça tanguait dans tous les sens, au moment du Trocadéro, que c'était bien, qu'il fallait un peu épurer, idéologiquement, on s'entend, ce rassemblement. Parce qu'il y a des gens qui pensent tellement différemment les uns des autres qu'à la fin, si on veut faire la synthèse, c'est de l'eau tiède et les gens n'y comprennent plus rien. Or, les Français, en tout cas les sympathisants de droite, ils veulent des mesures claires, ils veulent qu'on traite le problème de l'insécurité culturelle, de l'insécurité physique, le problème du chômage. Et là, désolé, mais je ne vois pas en quoi c'est rechercher des boucs émissaires, comme dit Xavier Bertrand. Je ne vois pas en quoi c'est une dérive contre l'Europe que de dire les choses simplement et de dire il faut lutter contre le communautarisme islamique, par exemple, rétablir la sécurité dans les territoires perdus. Et je pense que tant pis pour Xavier Bertrand, il y en aura peut-être d'autres, mais au moins, là, Laurent Wauquiez, il aura une unité, une cohérence idéologique qui lui permettra de reconstruire les Républicains. Clarification, Jean-Marc Four. Je pense aussi que Laurent Wauquiez a tout à gagner à une clarification idéologique. Je pense qu'effectivement, s'il doit avoir une chance de parvenir à ses fins, il faut qu'il commence par constituer un socle clair. C'est comme ça que ça marche, dans le système politique français de toute façon. Il faut qu'il ait un socle clair et derrière, dans un deuxième temps, mais c'est plus tard, qu'il cherche à l'élargir. Mais d'abord, il faut qu'il ait un socle clair. Donc de ce point de vue-là, effectivement, ça peut contribuer à clarifier. Après, la question, c'est y a-t-il quand même, malgré tout, pas un risque hémorragique important? Parce que si l'hémorragie devient trop forte, si effectivement, après un Xavier Bertrand, un Estrosi, un Juppé, d'autres, il y a une question sur Valérie Pécresse, même si moi je doute fort que Valérie Pécresse passe à l'acte là-dessus, mais quand même, il y a un risque hémorragique. Donc si l'hémorragie est trop forte, bon, voilà, malgré tout, attention, ça peut fragiliser Laurent Wauquiez, mais sur la clarification, je pense que c'est, oui, paradoxalement, peut-être aussi, je suis d'accord, une bonne nouvelle pour le nouveau patron de LR. En tout cas, pour le moment, nos internautes, à la question, effectivement, Xavier Bertrand a-t-il eu raison? Ils sont 77% à répondre
positivement. Erwan Lenan, clarification salutaire, disait-on, mais en même temps, ça donne des arguments à ceux qui disent Laurent Wauquiez, c'est une base très étroite à droite. Mais de fait, compte tenu du contexte politique depuis mai, la base LR s'est réduite. Donc, quel qu'ait été le candidat qui... Là, c'est Laurent Wauquiez, mais ça avait été un autre candidat. De fait, sa base aurait été plus réduite qu'elle ne l'était il y a quelques mois, il y a quelques années. Le départ de Xavier Bertrand, c'est probable. Je pense qu'il y a des questions qui sont effectivement personnelles. Son assise électorale, et c'est pas du tout une critique, mais son assise électorale n'est pas la même, ne correspond pas à l'électorat LR de manière parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a aussi, je pense, des questions idéologiques, comme on le disait. Est-ce que c'est une clarification? Je suis un peu plus réservé, parce que j'ai du mal à voir aujourd'hui quelle est la ligne idéologique claire des Républicains, quelle est celle de Laurent Wauquiez qui a des positions qui sont effectivement plutôt dures sur un certain nombre de sujets, mais qui est en même temps allié avec des gens qui sont très libéraux. Et comment est-ce qu'ils vont pouvoir concilier ça? Et Xavier Bertrand lui-même quitte les LR pas en disant qu'ils ne sont pas assez libéraux, mais plutôt qu'ils ne sont pas assez sociaux, alors que Laurent Wauquiez venait lui-même à un mouvement qui, si je ne me trompe pas, s'appelle la droite sociale. Donc, clarification, oui, et en même temps, enfin, en tout cas, ça fait une certaine épuration, vous disiez, du parti, ça fait un certain tri, mais je ne suis pas sûr que la ligne politique soit beaucoup plus claire aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Alors, en tout cas, les réactions sont plutôt dans le sens Xavier Bertrand n'avait plus grand-chose à faire chez les Républicains. C'est l'avis de Christophe qui nous dit son avenir reste sur sa région. LR peut très bien s'en passer. James, lui, estime que Xavier Bertrand est un profiteur. Et le droitiste qui nous revient en disant qu'il veut rentrer, Xavier Bertrand, au gouvernement et qu'il se rapproche du centre droit. C'est votre avis, Marc Landré? Il veut rentrer au gouvernement, Xavier Bertrand? Non, je pense qu'il fait un calcul politique depuis son élection en 2015 à la tête de la région Hauts-de-France avec les voix de la gauche, puisqu'il avait un candidat Front National face à lui. Moi, je lui ai parlé le soir du premier tour de la régionale. Il a pris un énorme coup sur la tête en ayant 25% des voix face à Marine Le Pen qui en avait 44. Il ne pensait pas faire aussi peu. Et franchement, il a eu une comme révélation. C'est un peu comme si la Vierge Marie lui était apparue ce soir-là. Il s'est rendu compte que son avenir, son salut passerait par sa région et pas par les partis politiques et encore moins par Paris. Il fait exactement le même calcul aujourd'hui au niveau de la région que ce que Laurent Wauquiez a fait il y a 2 ans. En se recentrant sur sa région et en envoyant balader les énarques, les caciques, Paris, en jouant Paris sur la province. Et Xavier Bertrand fait le pari par rapport à 2022, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est un secret de polichinelle. Depuis 2 ans, Xavier Bertrand se prépare à la présidentielle, non pas de 2017, dont il avait compris qu'il n'avait absolument aucune chance, tant par la primaire qu'en dehors de la primaire, de la droite. Donc il prépare 2022. Et il sait que son salut passera par ses résultats au niveau de la région Hauts-de-France et pas à travers des combinaisons de partis au niveau de Paris. Alors, vous parliez tout à l'heure de Valérie Pécresse, mais peut-être aussi Christian Estrosi, effectivement, des barons locaux comme ça, on va les voir exister dans leur région. Ils vont probablement exister dans leur région comme Xavier Bertrand, mais parce qu'en réalité, j'ai l'impression que ce que vit le LR aujourd'hui, c'est ce qu'a vécu le PS il y a un certain nombre d'années, c'est qu'ils ont une tête nationale qui fonctionne assez mal et des élus qui se rabattent sur leur collectivité locale. Donc c'est comme ça qu'on a vu, par exemple, c'est ce qu'a fait, ça a été la stratégie de Collomb à Lyon et d'un certain nombre d'autres grands élus socialistes qui se sont dit, oula, au niveau national, c'est tellement n'importe quoi, restons au niveau local. C'est ce qui se dessine un peu. La question aussi qui se pose avec le départ de Xavier Bertrand et peut-être d'autres demain, mais ça on ne sait pas encore, c'est qu'il y ait des droites qui sont différentes, tout le monde l'admet. C'est une nouvelle pour personne. C'est savoir à quel point elles sont irréconciliables, comme disait Manuel Valls pour la gauche, parce que si le centre droit est irréconciliable avec la droite, ni l'un ni l'autre n'a de chance de l'emporter demain, sauf à s'allier avec d'autres partis, ce qui n'est pas dans leurs options aujourd'hui. On en revient au RPR. Oui, de toute façon, ça va durer un moment. Enfin, on se l'est dit déjà autour de cette table plusieurs fois. Ça va forcément durer un moment. Parce que l'espace de centre-droit est quand même très occupé par Emmanuel Macron. Donc, il plaît à une grande partie de cet électorat-là, non sans raison, parce qu'il prend des mesures qui vont dans ce sens-là. Donc ça va de toute façon mettre du temps, parce qu'il va d'abord falloir voir jusqu'à quel point la politique d'Emmanuel Macron réussit ou échoue. Et puisque Emmanuel Macron occupe une partie de cet espace, et il ne va pas le lâcher, et qu'il prépare déjà évidemment son 2e quinquennat,
La solution, elle est à droite. C'est-à-dire que, c'est le seul espace disponible. L'objectif de Laurent Wauquiez est de siphonner le Front National. Donc, ces 11 millions d'électeurs qui se sont portés sur Marine Le Pen, il veut les faire revenir aux Républicains. Et là, s'il réussit, il peut incarner une opposition crédible et qui peut l'emporter en 2022. Donc c'est ça ce qui est en train de se passer. Et donc cette clarification idéologique, elle est hautement souhaitable parce que jamais les électeurs qui sont actuellement sur les candidats du Front National reviendront tant qu'il n'y aura pas eu cette clarification. Donc elle s'opère sous nos yeux, c'est très bien. Mais en déplaisant une part des acteurs économiques, en étant justement sur un terrain très à droite, et alors que l'espace au centre est occupé par Macron. Oui, mais à la limite, ils sont fous, Laurent Wauquiez. Je veux dire, c'est pas son... Il fait un calcul mathématique assez simple. Il a vu que François Fillon, avec toutes les casseroles qu'il a traînées pendant la présidentielle, a réussi à faire 20% au premier tour de la présidentielle. Donc il se dit, moi, en faisant mieux et en n'ayant pas les mêmes casseroles, de toute façon, je suis assuré de faire au minimum 20%, parce que c'est le socle idéologique de la droite dure. Il dit, maintenant, si j'arrive à prendre 5 points au FN, et vu l'état de décomposition du FN et de Marine Le Pen, c'est pas très compliqué de passer de 20 à 25, et je me qualifie pour le deuxième tour. Voilà. Donc c'est ce calcul-là qui dit, il veut faire des 4 prochaines années le rendez-vous du tête-à-tête avec le président de la République. Et donc il se dit, c'est moi qui aujourd'hui vais incarner cette force alternative par rapport au président de la République, et je n'ai pas besoin d'aller sur le centre, il faut effectivement, comme vous le disiez Charles, aller vers la droite. Erwan Lenormand, je voudrais juste un mot sur Laurent Wauquiez, les portraits qui sont faits de lui, tout ça, il y a une forme diabolisation, le mot peut-être un peu dur, mais c'est jamais ou rarement très positif comme image. C'est un traitement qui lui est réservé. Non, ça je crois pas. J'ai l'impression, j'ai le vague souvenir que lorsque Nicolas Sarkozy a émergé, il y avait peu de portraits positifs. Souvenez-vous, la dernière campagne, François Fillon avait peu de portraits positifs également. Après, les échos qui reviennent, y compris des gens de son parti, mais on sait que c'est pas là généralement pas dans son parti qu'on a des amis, sont très critiques vis-à-vis de Laurent Wauquiez. Moi, je le connais pas, je sais pas si c'est vrai, je sais pas ce qu'il en est, mais effectivement, il a pas une image très positive, je crois que les sondages le montrent, et comme le disait, j'entendais un sondeur récemment dire, très basse. Voilà, dire poliment qu'il avait une marge de progression très forte. Mais pour autant, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la stratégie, en disant, voilà, j'ai 20%, où est-ce que j'ai cherché des points. Il me semble quand même qu'il y a un manque dans cette stratégie, c'est que on ne gagne pas des parts de marché, parce que c'est le sujet, sans avoir une offre. Et aujourd'hui, l'offre, elle n'est pas là. Et le problème de la droite, c'est de reconstituer cette offre, quelle qu'elle soit. Mais pour l'instant, il fallait qu'il soit élu. Il est élu, maintenant, il va faire l'offre. C'est vrai qu'on ne peut pas se contenter de dire tout le temps la droite est de retour. À un moment, il va falloir donner une vision et être concret. Qu'est-ce qu'on propose? Mais donc, tout cela renvoie à une question, et pour répondre aussi à la vôtre, c'est qui est Laurent Wauquiez? En fait, c'est un peu ça aussi la question que l'on se pose. Parce que la critique qui lui est faite souvent, c'est un aspect girouette, on va dire. Un coup je vais dans ce sens, un coup je vais dans l'autre, j'ai changé d'avis. On a le droit de changer d'avis, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais il y a une question sur qui est-il réellement, c'est-à-dire au fond de lui, que pense-t-il d'un certain nombre de sujets. Et là, on n'a pas de certitude au jour où nous parlons. Ça va peut-être venir, mais on n'a pas de... Je pense que la critique, elle est plutôt de cette nature. La critique, par exemple, de changer d'avis et d'évoluer a été faite à Jacques Chirac, mais pas dans les mêmes termes, me semble-t-il. Prenez deux choses pour répondre à votre question. Un, tous les portraits de tout temps de Laurent Wauquiez ont toujours été négatifs. Moi, je me rappelle des premiers portraits qui ont été faits de lui quand il était ministre. Il n'y avait pas une personne dans des portraits. Je me rappelle d'un portrait du Point où il y avait des choses gentilles qui avaient été dites sur lui. Et je lui avais dit à l'époque, faites attention, monsieur le ministre, parce que dès maintenant, si vous voulez avoir un avenir politique, il va quand même que vous mettiez des gens de votre côté, parce qu'il n'y a que des gens qui crachent sur vous. Et à votre âge, c'est pas bon signe. Deuxièmement, rappelez-vous de Chirac. Dans les années 80, qu'est-ce qu'on disait de lui? Facho Chirac. Ça ne l'a pas empêché d'être élu président de la République. Et franchement, lui, il en a tué. Il en a tué les opposants. Oui, mais il a été élu. Oui. Et il n'a pas été élu avec la ligne RPR, si je peux me permettre. Il a été élu avec une ligne qui est beaucoup plus large. On ne va pas refaire l'histoire. Je rappelle vos réponses à notre question donc, sur Xavier Bertrand a-t-il eu raison de quitter les Républicains? Eh bien, vous êtes 70% à estimer que oui. Alors, la France crée des emplois, ça c'est une bonne nouvelle. Pour le 12e trimestre consécutif, même si on note un léger ralentissement ces 3 derniers mois, le pays atteint quand même un record avec 25 millions d'emplois salariés. Et la structure de ces emplois salariés, elle reste quand même fragile, avec beaucoup d'intérim, beaucoup de temps partiel et beaucoup de postes dans les services.
Alors, Charles Beigbeder, faut-il voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Non, mais à moitié plein, toujours. Moi, je suis un entrepreneur, donc un grand j'ai toujours optimiste, plein finalement. d'espoir. C'est bien, mais il faut aller plus loin dans les réformes. Là, ce qu'a fait le gouvernement d'Édouard Philippe, sous l'égide d'Emmanuel Macron, c'est... Il y a quelque chose, d'ailleurs, c'est le fruit d'Édouard Philippe ou c'est le fruit du gouvernement précédent? Là, il y a un petit choc de confiance lié aux réformes courageuses et les ordonnances Macron sur le travail, ce qui dérigidifie le marché du travail, qui était un des grands problèmes français. Le problème, c'est qu'il faut... Et puis, il y a une image améliorée de la France à l'international, c'est très net, avec des investissements qui repartent. Si, parce que vous savez... parce que les entrepreneurs, ils sont toujours à hésiter. Et là, ils disent, tiens, justement, le verre, il est plutôt à moitié plein, donc c'est négatif. Tiens, je vais embaucher plutôt que je vais débaucher. Et donc, il y a un début de signes encourageants, mais le problème, c'est les prélèvements obligatoires. Donc, et c'est sur dépenses publiques, c'est sur prélèvements obligatoires dont on crève. On a dépassé le Danemark, là, ça y est, on est à 47,8%. On est recordman d'Europe, voire quasiment du monde développé en termes de prélèvements obligatoires. Et là, il n'y a pas grand-chose, parce que Emmanuel Macron, c'est 1300 fonctionnaires de moins sur 2018. C'est ridicule. Donc, alors on est à 6,5 millions d'agents de la fonction publique. Et donc, clairement, on sait qu'il y a des gaspillages. Il faut tailler et faire des économies. Et ce qui permettra de baisser les prélèvements obligatoires. Et puis, je reprends une formule de Nathalie Kosciusko-Morizet qui disait il faut que les dépenses prennent l'escalier et que les impôts prennent l'ascenseur vers le bas, parce que ça relance aussi l'économie et ça crée des richesses et ça fait baisser le chômage plus rapidement, qui ensuite génère des recettes fiscales qui permettent de réduire les déficits. Et le problème, c'est que Mouti Merkel a complètement anesthésié Macron dès son élection en disant surtout, pas question que tu fasses quoi que ce soit sur les prélèvements obligatoires, tu dois tenir tes 3%, et du coup on est bloqué, et ce qui arrange bien d'ailleurs les entreprises allemandes, parce que si les entreprises françaises retrouvaient des marges de manœuvre, elles ne seraient peut-être pas en si bonne position pour les grands marchés internationaux. Donc n'oublions pas cet aspect aussi. Marc-André, après cette brillante démonstration de Charles Beigbeder, bonne nouvelle ou bonne nouvelle. Pour une fois, on ne va pas s'enorgueillir. Enfin, franchement, on est au-delà des chiffres. Il y a un chiffre qu'il faut retenir, un seul. En tendance annuelle, on crée 260 000 emplois par an, là, sur ces chiffres-là. C'est un niveau qu'on n'a pas connu depuis le début des années 2000. Tant mieux. Et ce n'est pas grâce à Emmanuel Macron, en tout cas pas encore. Peut-être que si ça continue, les réformes sur le travail. Là, pour le coup, je veux dire, rendons à César ce qui lui est dû. C'est François Hollande, c'est le CICE, c'est le pacte de responsabilité. C'est la baisse du coût du travail qui a fait qu'aujourd'hui, les gens, il y a des recrutements. C'est pas encore Emmanuel Macron. Mais ça viendra. C'est difficile de savoir. Alors, à rendre à César et à François Hollande ou... Non, mais je suis d'accord avec Marc-André. Oui, c'est juste, d'ailleurs, c'est même pas un commentaire politique, c'est juste le chiffre chronologique. Le dernier trimestre, qui d'ailleurs est moins bon que le précédent, mais le bilan annuel, parce que c'est effectivement intéressant de regarder le trend. Gloire à Muriel Pénicaud d'avoir décidé d'arrêter de regarder les chiffres mensuels du chômage, parce que vraiment, ça n'a aucun intérêt. Donc, regardons-les sur le trend, ça, je suis d'accord, et sur le trend, donc ça remonte forcément à l'année précédente, donc on ne peut pas porter crédit à Emmanuel Macron et aux ordonnances travail sur ce sujet-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'impact des ordonnances travail, on va le voir lors des prochains mois, on pourra juger à ce moment-là. Bon, après, il ne s'agit pas uniquement de créer, il s'agit probablement aussi soit de créer davantage, soit de moins détruire, parce que le problème du chômage, c'est la balance entre ce qu'on crée et ce qu'on détruit. Et là, on voit bien qu'on a encore un sujet, donc il faut soit détruire moins, soit créer davantage. Et deuxième point, le paysage est quand même assez contrasté. D'ailleurs, vous le disiez au départ, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs où ça porte, il y a par exemple l'intérim se développe. Et l'intérim qui augmente. Voilà, il y a aussi des régions où ça porte mieux que d'autres. Enfin, le paysage est assez compliqué. Je crois qu'à l'ouest c'est mieux qu'à l'est. Enfin bon, voilà, il faut regarder les choses de façon un peu détaillée pour bien comprendre ce qui se passe. Je vous donne la parole dans une seconde, Erwan Lenormand, juste pour avant vous dire que vous êtes 64% pour le moment à ne pas être rassuré par ces pourtant bons chiffres sur la création d'emplois. Donc vous êtes moins optimiste, vous, internautes, que nous ne le sommes, ou en tout cas que nos invités le sont autour de cette table. Jean-Marc Four le soulignait, Marc-André et Erwan Lenormand, pardon, je vous avais dit que je vous donnais la parole, donc elle est à vous. Merci. Non mais moi je suis assez d'accord avec les internautes, pour concilier nos commentaires et leur vote, c'est que
il faut se féliciter, et je crois que tout le monde autour de la table l'a fait, de ces bons résultats. Je pense également que c'est plus le fait des politiques menées par Manuel Valls, d'ailleurs plus que François Hollande, à la fin du quinquennat de François Hollande, par une tendance aussi européenne, qui n'est pas le seul fait de la France. Est-ce qu'il faut être rassuré, toutefois, est-ce qu'on peut être rassuré aujourd'hui de se dire que cette tendance positive des derniers mois annonce des lendemains qui chantent? Évidemment non, parce qu'on est encore loin des réformes structurelles, comme le disait M. Becbédé tout à l'heure. On n'y est pas du tout. La réforme du marché du travail, d'ailleurs le gouvernement l'a dit, elle devrait être prolongée, et rien n'a été fait sur les dépenses publiques. Ce sont là, et le cœur de la réforme, il est là, parce que tant que le système étatique et administratif français fonctionnera comme il fonctionne, on n'aura jamais une croissance forte. Et d'ailleurs, il me semble que c'est la Commission européenne qui vient de publier des statistiques montrant que la France avait un tiers de croissance de moins que les pays homologues sur les 5 à 10 dernières années. Donc on a des chaînes au pied qu'il faut lever progressivement. Et aujourd'hui, on est en train de l'élever, mais on en est encore loin. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne donne pas notre plein potentiel. On pourrait être à 3% de croissance, peut-être même plus, si on avait des prélèvements obligatoires normaux dans la moyenne européenne et qu'on est prisonnier de ces surdépenses et de ces surprélèvements. Et on ne s'y attaque pas, et c'est un gros problème. A contrario, malgré ces prélèvements obligatoires, je vous l'accorde, trop élevés, mais qui financent quand même un certain nombre de services publics que n'ont pas à due concurrence les pays étrangers, il y a quand même un point positif dont on doit se satisfaire. Prenez l'industrie. C'est la première fois en 2016 qu'on a créé plus d'usines qu'on en a détruites en France. Première fois, depuis le début des années 2000. C'est plutôt un point positif. Temps, parce qu'on était à 12% du PIB en industrie, c'est un effondrement total. Et deuxièmement, on parle de l'intérim, on dit que c'est précaire, etc. Mais si vous réintégrez les emplois intérimaires dans les secteurs qui les emploient, l'industrie, pour la première fois depuis les années 2000, a recréé de l'emploi en intégrant les emplois intérimaires fin 2016. Donc on voit qu'on a une tendance à l'amélioration. Ce n'est pas suffisant, je vous l'accorde, mais le trend est positif et il faut continuer en ce sens-là. Trend positif. Vous parliez du croissant d'or. Je ne pense pas que Béziers en fasse partie. A priori, ce n'est pas une des régions les plus qui se porte le mieux économiquement. En tout cas, c'est là que Robert Ménard a fait une nouvelle fois parler de lui. Sur l'affiche censée faire campagne pour l'arrivée du TGV dans sa ville, on voit une femme ligotée sur des rails et un train à vapeur qui s'approche. Avec ce slogan, avec le TGV, elle aurait moins souffert. Campagne ignoble, dénonce les uns. Humour et référence au western, réplique le maire de Béziers, qui avait été élu en 2014 avec le soutien du Front National. La justice a été saisie et cette campagne n'est pas du goût de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Marlène Schiappa, qui était l'invitée du talk du Figaro et interrogée par Yves Tréhard ce matin. On l'écoute. Moi, je trouve que c'est indigne. Là, on n'est pas dans de la création. Robert Ménard, c'est un élu de la République. Ça lui donne des obligations. Alors qu'on combat les violences envers les femmes, on ne peut pas comme ça faire la promotion, dire voilà une méthode pour tuer quelqu'un plus vite, alors qu'il y a des femmes qui ont déjà été tuées de cette manière ces dernières années. Alors moi, j'ai réagi en interpellant le préfet, puisque c'est le rôle du préfet, notamment de maintenir l'ordre et veiller aux troubles à l'ordre public. Le préfet a décidé d'en faire appel au procureur, de le saisir, et le procureur a décidé d'ordonner une enquête. Charles Becbédé, vous connaissez, je crois, Robert Ménard. Oui. Vous prenez sa défense ? Un tout petit peu. J'en ai marre qu'on s'offusque pour un oui, pour un non, qu'on s'indigne, qu'on se drape dans sa toge tel Jean Moulin. Il y a un moment, il a fait une connerie. C'est une erreur. Il ne savait pas qu'en plus il y avait eu un fait divers sordide où une femme avait été écrasée par un train, ligotée sur un truc horrible. Donc, il s'excuse. Et puis, mais maintenant, franchement, il ne faut pas non plus donner une dimension gigantesque à un petit truc de potache. Je sens que Jean-Marc Four va vous dire que c'est un récidiviste en la matière. Robert Ménard sur des affiches un peu provocantes. Admettons qu'il n'était pas au courant du fait divers, c'est très possible. C'est possible. Il l'a dit. Non, mais admettons, il n'y a pas de souci avec ça. En revanche, soyons pas naïfs sur le fait qu'il cherche à faire parler de lui. Voilà, d'ailleurs, il a réussi. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, ça marche. Le sujet, c'est important. Et que ces séries d'affiches visent à ce que ça, quand même, à faire causer en provoquant. C'est toujours la même technique, je veux dire. Et puis on tombe à pieds joints dedans, on en parle. C'est comme la dernière fois, il n'avait pas fait exprès de rajouter sur une photo une pancarte Béziers sur des trains de migrants, soi-disant que tous les migrants arrivant en France voulaient aller à Béziers. Il n'avait pas fait exprès. Par hasard, l'ordinateur avait créé une pancarte Béziers sur le train. Mais il n'a pas de bol, ce mec, c'est bizarre quand même.
Je crois que vous avancez un peu trop sur le terrain de notre ami Jean-Baptiste Sémerjian. Le spoil. Juste sur le fond, quand même, le TGV, il faut qu'il aille à Béziers. On n'y comprend plus rien, parce qu'on dit qu'il y a trop de TGV maintenant. Alors pour Béziers, oui, non. Moi, je ne connais pas le dossier, donc je ne peux pas vous dire s'il a une nécessité que le TGV s'arrête à Béziers. Je redis, en revanche, la campagne d'affiches, il n'y a pas que celle-là. Il y en a 4 ou 5. Bon, elles sont délibérément provocatrices et elles visent à faire parler de lui. Alors, nos internautes, là également, sont nombreux à répondre et à nous dire, pour le moment, à 60%, que cette affiche doit être interdite. Jean-Baptiste Sémerjian. Merci de nous avoir rejoints. Mais c'est un plaisir. Même si et vous allez nous dire tout le bien ou le mal qu'on pense sur Internet de cette campagne. Je vais reprendre les mots de Léon Zitrone, qui disait qu'on parle de moi en bien ou on parle de moi en mal, peu importe, l'essentiel c'est qu'on parle de moi. C'est quand même des bons mots qui vont très bien au phénomène de buzz en général. Cercle vertueux, l'avalanche informationnelle où on se critique, on se crie, ça se cristallise, mais on en parle. Aujourd'hui, effectivement, on en parle. Et donc, ça fonctionne. Bon, le maître en la matière, c'est quand même Donald Trump, qui a fait des tweets incroyables contre Hillary Clinton, autant durant la campagne que même récemment. Et Hillary Clinton qui répondait. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une cristallisation avec un clan du pour et du contre. Et donc, les gens en parlent, ça fonctionne, et effectivement, il y a une sorte de buzz. Donc, c'était hier, à 9h14, Robert Ménard a tweeté sa nouvelle affiche. 1 heure plus tard, il y avait déjà des montages. J'espère qu'on va pouvoir aller voir les montages assez rigolos, parce que c'était le visage de Robert Ménard à la place du visage de la femme qui allait se faire écraser par cet horrible TGV. 1 heure plus tard encore, l'ancienne ministre Laurence Rossignol voit dans cette affiche un parallèle avec le fameux fait divers dont vous avez parlé tout à l'heure. Elle s'énerve, elle s'offusque. 1 heure plus tard encore, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, critique une campagne. Pour elle, c'est odieux et annonce qu'elle va saisir le préfet. 1 heure plus tard encore, on continue, c'est vraiment un déroulé. Robert Ménard rebondit. Ah oui, tiens, je m'étonne. Il trouve bizarre les réactions outrées et paranoïaques. C'est ainsi qu'il réagit. Et il rappelle qu'il a fait référence à un western. Bon, les références au western sont possible. Les internautes sont pas forcément connu. Mais pour moi, c'est une fausse innocence parce qu'il faut bien savoir, il faut retourner sur le compte Twitter de Robert Ménard. Et si vous regardez son compte Twitter, effectivement, il a tweeté toutes les affiches, mais il a fait un tweet unique pour cette affiche-là parce qu'on a quand même de grandes chances qu'il pensait que les choses allaient s'offusquer et que la plupart des personnes allaient réagir de manière assez violente. Et ils sont nombreux à le critiquer. Quelques-uns y voient même un plan de com. Et que ça dit, même si on ne trouve pas ça drôle, on peut dire que la campagne depuis est réussie. Et on parle de Ménard, il a réussi son coup. À midi, il y avait Marlène Schiappa qui était au talk. On l'a interrogée sur ce sujet. Et je lui ai demandé si ce n'était pas aussi un piège et si elle n'était pas tombée dans le piège. Christine, vous remercie d'avoir saisi le préfet de l'Hérault contre la campagne de publicité à Béziers. Mais Célina regrette que vous tombiez un peu dans le piège du buzz de Robert Ménard. Vous êtes tombé dedans? C'est lui faire de la publicité? Écoutez, c'est une vraie question. Je me suis posé la question, bien évidemment. On dit mauvaise pub, c'est toujours de la pub, effectivement. Du coup, on me parle de Robert Ménard, mais j'ai choisi de ne pas entrer dans les considérations de savoir ce que souhaitait ou pas Robert Ménard et de condamner très fermement cela, y compris en faisant appel, effectivement, au préfet qui lui-même a saisi le procureur. Et voilà, elle est donc tombée dans le piège, et nous aussi, on en parle. Donc l'essentiel, c'est qu'on parle de lui, c'est qu'on parle de Robert Ménard. Il a gagné. Il y a une sensibilité, au-delà de la polémique sur faut-il en parler ou pas, il y a une sensibilité exacerbée sur ces questions. C'est vrai qu'une affiche qui peut faire penser à ce que les femmes soient dévalorisées, dégradées, n'aurait sans doute pas autant fait parler dans un contexte autre que... Très probablement, c'est certain. Le contexte est aujourd'hui très sensible sur ces sujets des violences faites aux femmes. Bon, après, moi, je veux dire que je viens de la voir encore, j'ai vu ce matin, cette affiche, je la comprends toujours pas. Je vois pas en quoi c'est censé aider le TGV à venir. Je sais pas comment est-ce qu'on peut arriver à une idée pareille pour vendre le TGV, honnêtement. C'est quand même assez... C'est quand même assez étonnant. C'est encore pire. Mais c'est un créatif sans doute très créatif. J'espère qu'il n'a pas payé pour ça quand même. Ça arrive qu'on fasse des erreurs de com. Je sais pas. Mais moi je trouve que tout ce qui s'ensuit est d'un pathétique. Est-ce que un ministre, tous ces parlementaires n'ont que ça à faire de commenter cette affiche honnêtement de mauvais goût et complètement idiote? Est-ce que la loi, est-ce qu'on doit faire intervenir le préfet pour interdire... Elle dit quelque chose sur la façon dont certains font de la politique.
Oui, bien sûr, mais est-ce qu'on doit l'interdire pour autant? Moi, je pense qu'il fallait. L'économie n'est pas illégale. Il faut rejeter ça d'un revers de la main. Et ceux qui jugeront sont les électeurs de Robert Ménard, en souhaitant qu'il le sorte pour toutes ces bêtises. Faites le parallèle. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, il y a des sujets auxquels on ne peut plus parler, dont on ne peut plus parler, des affiches qu'on ne peut plus montrer. Je veux dire, Bigard, il est au chômage. Jean-Marie Bigard. Je veux dire, avec ses blagues graveleuses sur les femmes, c'est fini. Lui, il est au chômage, il est à la retraite, c'est fini. Prenez Tex. Moi, à titre personnel, l'animateur de France 2. Je ne suis pas fan de Tex qui présente Les Amours. Il a été mis à pied parce qu'il a fait une mauvaise blague sur une femme avec des yeux au beurre noir. Franchement, si on ne peut plus parler de rien maintenant, on se tait. Je me tais. Eh bien, c'est le mot de la fin, Marc Landré. Ça tombe bien que vous taisiez parce qu'on n'a plus de temps pour parler. Mais ne quittez pas Figaro Live, où Marie-Laetitia reçoit pour conversation Jean Jouzel, le climatologue, vice-président du GIEC. Et j'imagine que c'est pour parler du climat. Merci et à demain pour un nouveau point de vue présenté par Guillaume Roquette.